Bonjour à tous, en 2020, Yamaha fête ses 65 ans et pour l'occasion, pour cet anniversaire, on s'est rendu à Nice, dans la plus ancienne concession Yamaha d'Europe, au nom prédestiné Jackie Honda. On va suivre en parallèle l'histoire de Yamaha et l'histoire de cette famille très liée à la compétition et bien sûr à la marque Yamaha. Ça va être passionnant, venez avec moi. Nous voici dans la plus ancienne concession Yamaha d'Europe. Merci de nous recevoir, Jacques. On est ici, rue Trachel, depuis quelle année? Depuis 1921. 1921, ouais. 30 novembre 1921. C'était évidemment pas un concessionnaire Yamaha, la marque n'existait pas, c'était Magna de Bontero. Oui, exact. Toi, Jacques, j'imagine que tout petit, tu étais déjà ici, c'est ton grand-père? Arrière-grand-père. Exactement. Ouais. Qui était ici, qui est arrivé dans cette concession. C'est ça. Alors moi j'étais encore pas né quand il était là, lui, donc effectivement j'y étais depuis tout petit, plus sous l'ère de mon grand-père, même si j'ai à peine connu mon arrière-grand-père. Mais oui, ça date depuis 1921, si vous voulez, mon arrière-grand-père travaille dans ces locaux. Dans ces locaux. Et donc, toi, tu travailles, ça fait 1 an que tu es là. Tu étais dans un autre sport, tu es dans le football. Hein. Oui, exactement. Moi, j'étais dans le football depuis tout petit. Mon père n'a jamais voulu que je fasse de la moto. Ouais. Exactement. Même si j'avais eu une expérience tout petit d'ailleurs sur une moto et sur circuit avec Fabio, justement. Ouais. Quartararo, que tout le monde commence à bien connaître. Ouais. J'avais roulé un peu avec sa moto, mais voilà, c'était interdiction de faire de la lui-même, on lui avait interdit, donc... bon. Ouais, voilà, exactement. Lui aussi avait été interdit par la hiérarchie à l'époque. Donc il a une petite histoire justement à ce sujet-là, ce pourquoi il a commencé à faire de la moto justement. Alors justement, l'histoire de la famille Jackie Honda, cette concession historique, toujours le même endroit. Oui. Ici. Exact. Ça n'a jamais bougé. Justement, c'est lié à l'histoire de Yamaha. Et d'ailleurs, vous avez été récompensé à l'occasion d'un rassemblement Yamaha en 2004. C'était à Rhodes, on en a parlé tout à l'heure avec ton père, où pour la première fois, Yamaha a parlé de sa philosophie, le kendo. Ouais. Alors justement, le kendo et non pas le kendo. Non. Yamaha l'explique très bien et la marque s'est confiée à notre réalisateur préféré, Eric Communier. On écoute et on regarde. L'objectif de Yamaha a toujours été d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier. La philosophie de l'entreprise se résume par le partage de l'esprit, le kendo. La philosophie particulière de Yamaha, c'est le kendo. C'est un mot japonais qui veut dire émotion, compassion. Avant de penser aux clients, nous devons penser à nous-mêmes. Si nous sommes satisfaits et heureux, si nous retirons de l'émotion de ce que nous fabriquons, alors le client le ressentira également et achètera nos motos. Pour Yamaha, on ne peut pas être un bon facteur d'instruments de musique si on n'est pas profondément humain, généreux, avec le désir de comprendre la sensibilité des autres. Et une société qui, pendant plus de 70 ans, vit sur ces codes-là, vit dans un cadre d'actionnaires familiaux, qui sont là, les gardiens du temple de l'éthique de cette entreprise, même le jour où tu crées en 1955 Yamaha Motor, tu l'oublies pas. Cultivez-vous avec sans concession, bien sûr. Alors justement, en parlant de culture moto et de Yamaha en particulier, il y a ce fameux logo avec les diapasons. On sait que Yamaha fabrique des instruments de musique, mais chacun des diapasons a une signification. Donc, marketing, technologie et fabrication. Bravo, là on a a travaillé l'émission au top. Nous on s'est intéressé aussi, puisqu'on est dans une émission historique, on s'est intéressé à la première Yamaha vendue en 1955. C'est ça. Elle est exposée à Hamamatsu dans le hall, ouais. C'est l'Y1.
Bravo, on est au top. J'étais pas né, mais je suis au courant. Alors justement, l'Y1, on s'y intéressait aussi. On regarde un petit sujet sur l'Y1, toujours avec Eric Comigny. Genichi Kawakami, le président de l'époque, développe grâce à l'expérience de l'entreprise dans la production d'hélices d'avion, la première moto Yamaha, la Y1, surnommée Akatombo, ce qui signifie libellule rouge. C'était des motos qui roulaient à 80 à l'heure, mais par contre c'était des motos qui étaient utilisées tout le temps pour aller travailler au Japon et se servaient de ça. C'était pas une technique exceptionnelle, mais c'était des machines qui maintenant forcément sont devenues des motos de collection. Et aujourd'hui, cette Y1 est naturellement placée à l'honneur dans le hall d'accueil du superbe musée Yamaha au Japon, où sont exposées les motos qui ont fait le succès de la marque. Regardez bien ce modèle, la première Yamaha de l'histoire. C'est un design unique, léger, un coloris très moderne pour l'époque. Très différent des motos souvent noires et massives des années 50. Question technique, la YA1 possède une boîte de vitesse à 4 rapports contre 3 à ses concurrentes. Dès la première année, Yamaha en a fabriqué 100 par mois. Le 10 juillet 1955, soit 10 jours tout juste après la création de l'entreprise, Yamaha engage sa Y1 dans la fameuse course du mont Fuji, avec l'enjeu de battre Honda, la référence de l'époque. L'équipe constituée de quelques mécanos s'en donne les moyens jusqu'à réussir ce pari fou, gagner la course. Cette expérience exceptionnelle va donner une énergie, une conviction à cette petite équipe pour ne rien craindre et toujours oser. Voilà, l'Y1, c'était il y a 65 ans. Aujourd'hui, Yamaha se porte vers d'autres secteurs. Vous êtes un concessionnaire monomarque. Exactement. Est-ce que ça suffit d'avoir une seule marque comme ça, ou est-ce qu'il faut absolument en chercher une autre? Est-ce que ça vous va? Alors, est-ce que ça suffit pour répondre à la question? Bien sûr que ça suffit. Nous, on a toujours promu la marque Yamaha depuis même 60... quand on s'appelle Honda. Hein. Exactement, même quand on s'appelle Honda. Et pour preuve, en 63, on a commencé à commercialiser les premières japonaises. Ouais. Donc, c'est mon grand-père et mon arrière-grand-père. Donc, Honda, Kawa, Suzuki, Yamaha. Et en 73, quasiment 10 ans après, on a choisi donc de défendre corps et âme la marque Yamaha et de devenir concessionnaire justement et exclusif. Alors justement, un homme qui a fait beaucoup pour l'histoire de la marque Yamaha, c'est Jean-Claude Olivier, alias JCO. J'imagine que tes oreilles ont résonné avec ce nom-là. Tu en as entendu parler? Oui, bien sûr qu'on en a entendu parler, bien sûr. Ouais. Et donc JCO, Jean-Claude Olivier est venu taper à la porte ici de ton arrière-grand-père et de ton grand-père pour essayer de leur refourguer des motos. Ils ont accepté. Exactement. Voilà. Et depuis, c'est pour ça que ici c'est la plus ancienne concession Yamaha d'Europe. Jean-Claude Olivier, on a un petit sujet d'ailleurs sur ce grand homme pour la marque Yamaha. On regarde. Yamaha est arrivé en France, on pourrait dire presque par hasard, parce qu'il y avait un concessionnaire à Paris qui vendait plusieurs marques de motos qui s'appelait Monsieur Dubois et qui avait acheté 5 Yamaha comme ça du Japon à la suite d'un voyage au Japon, je crois d'ailleurs, et qui ne savait pas quoi en faire de ces bécanes. Ils étaient là dans un coin, ils étaient bons. Et il était ami avec Monsieur Veuillet, importateur Porsche pour la France. Bon, il dit écoute, je ne sais pas quoi faire de ces motos, tu ne veux pas t'en occuper, je ne sais pas où les mettre. Bon, il les a mis au garage de M. Veuillet. En 1964, Auguste Veuillet, pour développer la marque en France, trouve alors la personne idéale. Un jeune homme ambitieux, passionné de moto, prêt à déplacer des montagnes. Il se nomme Jean-Claude Olivier. M. Veuillet a attrapé Jean-Claude et il lui dit écoute, viens voir, j'ai des motos là, regarde-les, dis-moi ce qu'on peut faire. Dis-moi ce que tu peux faire, est-ce que tu peux en vendre? Et M. Veuillet dit qu'est-ce qu'il te faut? Il dit dans un premier temps, il me faut un tube Citroën pour mettre les motos dedans. Et moi, je vais faire le Tour de France avec ces motos. C'est ce que Jean-Claude a fait. Il a fait un Tour de France complet avec son tube et ses 3 motos. Et il a commencé ça a commencé comme ça. Les ventes ont commencé comme ça. Les premières machines qui sont arrivées en 1966, c'était la 725, vous voyez ici. Il y avait un petit 100 cm3 bicylindre et il y avait un troisième modèle, c'était une 350.
L'histoire de Yamaha en France va se confondre pendant 45 ans avec celle de cet homme, Jean-Claude Olivier, personnage charismatique, médiatique, intuitif, qui va faire partager son envie de réussir à l'ensemble de ses collaborateurs. C'était un personnage étonnant, très travailleur. Je pense qu'il a porté Yamaha, notamment en France, pendant près de 40 ans. Pour moi, c'était un personnage très important. Et c'était quelqu'un d'attachant. C'était un patron, hein, très exigeant. Il était extrêmement exigeant avec lui-même, comme il l'était avec les autres. Mais donc, c'est pour ça qu'il imposait un respect naturel formidable. Mais oui, comme tous les patrons, pour que ça marche, il faut être dur. Des fois, il a rajouté un petit peu, mais ça faisait partie du personnage. Et c'est quelqu'un avec lequel il ne fallait jamais être faible. Jamais. Jamais être malade, jamais être pas bien. Toujours être prêt à savoir répondre et à lui apporter. Alors on a découvert une partie de Jean-Claude Olivier. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Jacques. On a reçu ton fils qui va reprendre les rênes de la concession. Toi, tu as bien connu Jean-Claude Olivier. Oui, tout à fait. J'ai fait toute ma carrière professionnelle avec lui. Enfin, avec ce sacré caractère, hein, qui était Jean-Claude Olivier. Mais c'est ton grand-père et ton père qui l'ont accueilli ici. Absolument, oui. Dans les années 65, en fait, quand Jean-Claude avait son fameux J7, avec ses 2 modèles ou 3 modèles dans le camion, et il faisait le tour des concessions, enfin, il nommait des concessionnaires, en fait, à l'époque. Il se trouve que nous, on était déjà un peu Yamaha, déjà, parce que mon grand-père avait acheté des Yamaha à la porte de Versailles, avant que Jean-Claude vienne démarcher. Absolument, oui, tout à fait. Oui, sur la demande des Italiens, de la marque AR Macchi, par l'intermédiaire de Walter Villa à l'époque, qui avait demandé à mon grand-père d'acheter une Yamaha, un 250 de temps, pour pouvoir absolument copier tout ce qu'il y avait dans ce moteur, quoi, en fait. Donc il était un petit peu en terrain favorable quand il est arrivé ici. Oui, parce qu'à l'occasion de l'achat de cette moto, le gars lui avait proposé de vendre des Yamaha sur Nice, donc on était déjà un peu briefé sur les produits. Et c'est toi qui étais à Rhodes pour aller en 2004, quand Yamaha vous a remis le trophée de plus ancienne concession d'Europe. Absolument, absolument. À Rhodes, ils ont présenté le nouveau modèle qui était l'AMT-01 à l'époque. Ouais. Et puis le gros bicylindre en V, là, le 1700. Et ils m'ont remis le prix du concessionnaire le plus ancien en fait d'Europe, encore en activité. Yamaha. La compétition, toi, t'en as fait. La compétition, on a parlé tout à l'heure avec ton fils du T-Max notamment. Oui, j'ai commencé la compétition à 18 ans avec les promos 2,5, avec les RDLC 250 de l'époque. Et après, j'ai basculé sur des TZ. J'ai été champion de France en 83. En même temps d'ailleurs que Étienne, le papa de Fabio, voilà, qui était lui champion de France en 125. Et ensuite, après, j'ai fait un peu de Grand Prix. J'ai été sur la moto française, la moto Pernod. La Pernod, oui. On a vu le casque tout à l'heure. Oui. Et puis après, j'ai arrêté. Et puis, je me suis mis dans la compétition du commerce. Oui, alors la compétition du commerce, pas seulement. La compétition, ça irradie partout. Il y a la moto d'Andy Verdoya, ici. On va voir Mélodie Coignard tout à l'heure, qui travaille ici aussi. Donc qui est engagé dans la compétition. C'est un univers qui part de Étienne Quartararo, son fils qui a le succès qu'on connaît, Christian Estrosi qui était un pilote moto avant d'être maire de Nice, Andy Verdoya, Mélodie Coignard. Nice, c'est un terreau de compétition moto. Oui, parce que mon grand-père faisait des courses avant-guerre, mon père après-guerre. On a eu comme apprenti, mon grand-père avait comme apprenti Jean Bérat, par exemple. Le lien avec Monneray est tout trouvé. Exactement. Tout se recoupe, avec toute la famille Monneray. Mon grand-père courait avec Georges. Enfin voilà. Et ensuite à Nice, on a eu Christian Estrosi qui était tout jeune. Il avait 14 ans. Il a acheté son premier 2 roues, il a acheté chez mon grand-père. Ici, rue de Rachel. Ouais. Parce que c'était Kawa aussi. Alors on faisait Kawasaki, Yamaha, Suzuki, voilà, on avait plusieurs marques à l'époque. Et donc voilà, et Christian a débuté ses compétitions avec les coupes H2 Kawasaki. Ensuite, il a fait sa carrière. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai fait des courses de moto. De quelle façon? Il t'a entraîné? Mes parents ne voulaient pas que je fasse de courses de moto. Et il m'a emmené première fois au Grand Prix d'Argentine. Mais ton fils interdira à ses enfants d'en faire. Oui, je pense aussi. Mais on finira tous, je pense, dans la moto. Je crois que et donc, il m'a amené au Grand Prix d'Argentine à l'époque.
c'était magnifique. Et je suis revenu, j'ai dit à mes parents, je veux faire des courses. Ouais, peu importe. Estrosi t'entraîne avec lui. Oui. Il a commencé la moto dans les années 70, un peu plus tôt que toi, 10 ans avant. 74. Voilà. Et les années 70, c'est les années trail aussi, les prémices du Dakar. Et Yamaha, l'ADT 125. L'ADT 125. Yamaha revendique l'invention du trail, le concept trail. On regarde un sujet également préparé par notre ami Colin. Dans cet esprit de liberté, Yamaha propose un souffle nouveau, l'aventure. La marque crée le trail, une moto tout-terrain. Les fameuses DT en sont l'aboutissement. Pour promouvoir ces motos, Jean-Claude Olivier va avoir une idée de génie. Faire essayer une DT à l'icône mondiale, Brigitte Bardot. La presse s'empare des photos, les ventes des DT explosent. Philippe Monneret, premier vainqueur des 24 heures du Mans sur une Yamaha, se souvient très bien de cette anecdote. Il y a Jean-Claude Olivier qui dit à Toto Voyer, tiens, ça serait bien de faire un coup, non, on ne donne pas de moto, etc. Il donne une moto à Brigitte Bardot, mais en douce. Et d'un seul coup, ça fait le tour du monde, quoi. Brigitte Bardot avec cette 125 DT, voilà. Donc Voyer rentre dans une rage folle parce que c'était quelqu'un de très coléreux. Et Jean-Claude était un peu dans ses petits souliers, parce que c'était pas du tout le patron à l'époque, hein, il était jeune. Et à la soirée, d'un seul coup, les Japonais disent devant Toto Voyer à Jean-Claude Olivier quel coup super la Brigitte Bardot. Et Toto Voyer se retrouve vers Jean-Claude Olivier et lui dit « J'espère que tu l'as baisé au moins ». Voilà pour ce sujet sur les trails. Les années 70, c'est fin des années 70, c'est les premiers Dakar, la XT qui trouve son terreau dans le sable du désert. Oui, le premier grand rallye raid, je dirais africain, est arrivé à Nice en fait. C'est le Côte d'Ivoire, le Côte-Côte. Avec Thierry Sabine qui se perd dans le désert. Qui venait ici et qui est arrivé à Nice en fait. Ah oui, c'est vrai, ça part de avec Richard Comte. Ouais. Comte et Nice-Abidjan. Nice-Abidjan, voilà. Ah ouais. Abidjan-Nice. Ou Abidjan-Nice. Ouais. Oh, c'est ça, oui. On vérifiera d'ici là. En tout cas, grosse histoire avec la XT, les trails Yamaha. Grosse histoire aussi avec la meilleure vente de Yamaha, de l'histoire de Yamaha. Le DTMX 125. Le DTMX. Qui a été un gros succès. Nous, on en est vendu vraiment par semi-remorque. Ah ouais. Et donc, qui a favorisé aussi des rencontres. Notre réalisateur a rencontré sa chérie, comme ça. Ouais, c'est les petites histoires. Les petites histoires qui font la grande histoire, tu sais. Et donc, la DTMX, j'imagine que vous en avez vendu aussi beaucoup ici. Oui, beaucoup. On en a vendu beaucoup parce que déjà, techniquement, il avait une nouveauté, c'était le mono-amortisseur. L'amortisseur central à l'arrière, cantilever, qui était un ingénieur suédois, je crois, à l'époque, qui avait vendu le brevet. Et la Suède. Ouais. Avec Collins. Oui, avec Collins, oui. D'accord, donc une grosse histoire, un grand pan de la moto et la continuité avec la concession ici qui fêtera l'année prochaine ses 100 ans. Alors 100 ans, oui. Le magasin moto ici existe depuis 1921. Alors on a rencontré ton père qui nous a fait le plaisir de passer par la concession ce matin. On l'a rencontré tout à l'heure, on lui a posé quelques petites questions. Donc lui, il ne veut rien lâcher sur la moto encore. Hein. Non. Et j'ai de la chance, hein, parce que ça veut dire qu'il est encore un peu en pleine forme. Oui, là, il veut absolument récupérer des motos. Là, il veut une MT10 pour les beaux jours. Bon, c'est parfait, une MT10, ça entretient. Hein, on l'écoute justement, ton père. Donc Jacques, merci d'être venu nous retrouver ici. Vous êtes en présence de vos premières motos. Voilà, la première, c'était la moto de mon père déjà. Celle-ci. Lui, c'est dans les années 35. La Mania de Bon. Et la première Mania de Bon, Terreau, c'était pareil, c'était de marque de France, à Dijon. Et mon père est devenu officiel avec les Mania de Bon. Et il a couru beaucoup, il a fait beaucoup de circuits. En plus, il faisait de la régularité aussi, parce qu'il ne faisait pas les trois trucs. Il faisait des courses de côte, beaucoup de courses de côte. Et il a connu beaucoup. Et moi, j'étais jeune, après je suis venu
beaucoup plus tard, juste à mon âge, juste après, j'ai eu une moto. Celle-ci, c'est la vôtre? Et là, c'est la première mondiale que j'ai eue. Après le Avignon, j'avais couru avec Alanougier et j'avais battu une moto comme ça, qui était Erico. Il est arrivé en colère, il me dit « Je vous la rends la moto, vous ne voulez pas l'acheter ?» Et celle-là, c'était la moto officielle. Et j'ai monté la première mondiale qui était comme ça. Et de suite, l'année d'après, je suis allé à Montlhéry et j'ai gagné à Montlhéry. De suite, la première course aussi. D'accord. Et puis j'ai ramené la machine, elle était fatée par les Italiens, elle n'était pas moi. Elle est repartie en Italie et ils m'ont transformé la moto. Et puis après, ils m'ont donné des motos dédoublables d'usine. Après, je suis passé officiel, j'étais avec les Bulgraf à l'époque, qui avaient les MV, et moi j'étais mondial. D'accord. Et j'ai eu des motos à l'œil, et puis j'ai toujours couru pour eux. La compétition... Voilà. Les 175 double arbre, les trucs allaient vite, j'ai couru 2 heures à Paris, de partout, dans tous les circuits. Ouais. On a couru dans tous les circuits qu'il y avait à l'époque, mais il n'existait pas. Le Ricard, ça n'existait pas à l'époque, il n'y avait pas tout ça encore à l'époque. Moi, je ne l'ai même pas connu, parce que je me suis arrêté... Dans les années 65, j'ai couru avec le Villa, avec le deux temps, les dernières courses, que j'étais champion de France, mais j'ai gagné beaucoup de courses avec ça. J'ai eu les Pattonnes à un moment donné. Ah. Entre-temps, il y a eu, Mondial s'est arrêté de courir, avec Visia, Genera et les 3 marques qui étaient champions du monde. Et ils m'ont dit, on ne peut pas avoir les motos d'usine l'année prochaine, il faudra... Et j'ai pris la Pattonne. D'accord. Mais j'avais sans permis. J'avais que rien, je m'appelais Honda Jacques, mais c'est le nom de mon père qui était Honda Jacques, on avait les licences de mon père à l'époque. Ah ouais. Voilà. Comme vous avez le même nom, vous avez réussi à rouler. Il y en a beaucoup qui, ça leur faisait la tête de voir des trucs comme ça, ils étaient devant, marcher. À la ville de Nice. Vous êtes fier que cette concession soit la plus ancienne Yamaha d'Europe? Dans l'Europe, c'est la France, c'est nous. C'est vous, c'est ici, c'est à Nice. Oui. On l'a pris en 63, 64. Ouais. On a été les premiers. Et c'est votre fils et votre petit-fils qui reprennent. Voilà, c'est ça. Ça venait comme ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ouais, et c'était un plaisir. Merci beaucoup. Ouais, de discuter. L'histoire de Yamaha avec les trails et le désert et le Dakar, ça a été très long parce que ça s'est prolongé avec Stéphane Peterhansen. Alors lui, il n'est pas de Nice, il est de Vesoul, je connais bien. Et, mais Jean-Claude Olivier a été associé à toutes ces années, l'épopée Dakar. Mais Jean-Claude Olivier, dans les années 80, il est aussi partie prenante du lancement de la VMAX. Et la VMAX, ici, est-ce que ça s'est bien vendu? Ah oui, la VMAX, bien sûr. Bien sûr, c'était une moto pour la Riviera, quoi. Ouais. C'était parfait. Non, c'est une moto qui a eu beaucoup de succès ici et on en a beaucoup vendu. On a regretté à un moment donné que la fin du produit, fin des milieux des années 90 à 2000, soit arrêtée. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir un autre produit qui est sorti par la suite. Le nouveau VMAX. Le nouveau VMAX, 1680 1700, qui était magnifique, qui est magnifique d'ailleurs. Malheureusement, pour les problèmes de normes européennes, ils n'ont pas pu le continuer à la fabrication. Mais c'est des marqueurs importants de la marque, ces produits-là. C'est des choses qui restent dans l'imaginaire des gens, même, restent dans les souvenirs. Alors on a parlé de la VMAX, mais j'aimerais bien revenir un peu sur le T-Max parce que toi, non seulement tu l'as commercialisé, mais tu as roulé dessus. J'aimerais bien que tu me parles du Mototour que tu as gagné avec. Oui. Ben, à l'époque, Éric de Seine était promoteur du premier Mototour et nous avait contacté plusieurs pilotes, d'anciens pilotes, pour pouvoir faire ce Mototour, pour le faire. Et moi, j'avais dit, OK, je le fais, mais en T-Max. Et il m'a dit, en scooter, oui, je fais un Mototour en T-Max. Et j'avais appelé Philippe Monneray. Et il m'avait appelé, il m'a dit, mais tu le fais en scooter. Et donc, du coup, on était 3-4 à vouloir faire ce mototour. Et Gilles Luçon aussi. Alors, Gilles Luçon, c'est l'année d'après, avec Dominique Sarron, qui, à l'époque, l'avait gagné. Le premier mototour a été gagné par Dominique Sarron avec une R6 en 600. Et la deuxième année, après, il l'a fait avec nous, avec le T-Max. Et on a passé une semaine magnifique. C'était fantastique. D'accord. Et donc, ce T-Max, toi, t'en gardes un souvenir tu étais impliqué dans la commercialisation du T-Max? Bon, j'étais pas impliqué, mais j'étais un de ceux des concessionnaires qui croyaient vraiment au produit, qui pensaient qu'il y avait un marché pour ce type de produit qui était un peu mixte.
et qui correspondait bien à une utilisation large en fait d'un 2 roues, quoi. Et Jean-Claude, lui, y croyait modérément. Jean-Claude y croyait, mais on avait un souci de rapport qualité-prix. En fait, c'était le prix d'une moto, quoi. C'était pas évident à imaginer. Et c'est là toute la force de Yamaha d'avoir pu imposer ce produit-là, quel que soit le tarif, quoi. Et c'était vraiment une gageure à l'époque pour eux. Et franchement, on a réussi. Enfin, tout le monde a réussi. Et le réseau et la marque. Et donc, Jean-Claude Olivier, 2010, passe la main à Éric Deseine. Comment vous vivez, pour la concession, une concession exclusive, comment vous vivez cette transition? Très bien. Ouais. Très bien, parce que franchement, il y a eu beaucoup de recherches de la part de Jean-Claude Olivier de savoir qui allait prendre son relais. C'était pas facile pour lui. Il avait Yamaha France, c'était sa chose en fait. Ah oui, c'était sa chose. Et il avait un respect profond pour le réseau Yamaha, comme Yamaha a toujours eu en fait. Et il fallait quelqu'un qui soit proche du réseau, et Éric représentait cette personne. Et je sais qu'il était parti en 2001 de Yamaha, il avait fait une aventure dans un autre domaine professionnel. Et beaucoup de concessionnaires étaient restés en relation avec Éric, parce qu'on pensait qu'un jour ou l'autre, il fallait qu'il revienne chez Yamaha. Et ça a été le cas. Et JCO a eu encore cette clairvoyance de bien choisir et de passer le flambeau à la bonne personne. Ouais. Et c'était la bonne personne, c'était Éric. Et donc, en compétition, on en parlait tout à l'heure, Mélodie Coignard, qui travaille ici, elle est revenue, elle était à Alcaraz hier, elle a roulé sur le circuit. Elle vient d'arriver là. Voilà, elle vient d'arriver, on va aller à sa rencontre. Mais vous suivez, vous soutenez aussi oui. ces actions Oui, je soutiens parce que je suis persuadé que déjà c'est une performance de rouler vite sur une moto, sur un circuit. C'est déjà une performance pour le commun des mortels. Pour une femme, c'est aussi une performance. Et on n'en parle pas assez souvent. Je trouve qu'il y a des compétitions en France. Il y a la Women's Cup qui existe, il y a pas mal il y a un peu d'endurance aussi. Et je trouve que c'est important de les mettre un peu en valeur, ces jeunes femmes qui sont courageuses parce qu'elles vont vite, elles conduisent très très bien, elles sont très propres, elles ne tombent pas beaucoup et elles roulent de mieux en mieux. Alors on va lui poser directement les questions. La Mélodie, elle n'est pas loin, on regarde. Mélodie, t'es niçoise depuis quoi? Une dizaine d'années maintenant? Ouais, c'est ça, je rentre dans ma 10e année là. Où tu travailles ici? C'est ça. Chez Jackie Honda. Exactement. Et depuis combien de temps tu fais de la compétition? J'ai commencé la compétition, j'ai d'abord commencé par la route avec des mototours, du rallye routier. Et la vraie compétition sur piste, c'était 2013 ou 2014. J'ai commencé avec le bol d'argent. D'accord, le bol d'argent. Et tu as participé donc au bol d'or, aux 24 heures du Mans. L'année dernière. Avec le Girls Racing Team. C'est ça. Voilà. T'as vu. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Pour ma première 24 heures du Mans, je fais le meilleur temps des 3 filles, donc je prends le départ. Ouais. Expérience incroyable. Et, quand il y avait du public encore? Il y avait du public, c'était un truc de fou. On a fait un clapping juste devant, c'était énorme. Et super météo. On a eu beaucoup de chance parce qu'au Mans, souvent à cette époque-là, il ne fait pas beau. Et à l'inverse, bol d'or, septembre. Une pluie de fou et coupure de la course. On n'a fait que 12 heures de course, à peine 12 heures de course. D'accord. Donc là, pour le coup, c'était un peu frustrant. Tu reviens d'Alcaraz, qui était hier encore sur le circuit d'Alcaraz. Tu peux continuer à t'entraîner en ce moment? Oui, je peux continuer à m'entraîner grâce à ma licence. Donc je vais pas mal en Italie faire du motocross et je vais en Espagne, là où il fait un peu plus chaud, pour faire un peu de vitesse. D'accord. Et ici, dans cette concession Yamaha, qui est très teintée sport, et où il y a une histoire sportive, il t'encourage? Bah carrément. Tous les ans, il fait quelque chose. Il m'avait mis une disposition, une R3 pour faire le championnat d'Italie. Oui. Il m'a mis à disposition une MT-07 pour faire le Mototour, l'avant-dernière édition, 2016, où je fais presque un top 10. Et puis voilà, après, avec le Girls Racing Team, il m'a aidé à rentrer dans la famille AMV. Cette année, j'ai roulé un petit peu avec un R6 aussi, l'ex-R6 de Fabio, qui nous a gentiment prêté. Donc non, il me soutient depuis le début, il me soutient de fou, il me laisse
Un bon environnement pour faire de la compétition ici, carrément. finalement. Nice, c'est bien, en fait. On a l'Italie pas loin, l'Espagne un peu plus loin, mais c'est vrai que dans le secteur, il y a quand même beaucoup de beaux circuits. On a le Castellet, après on a des plus petits circuits, mais qui font partie du championnat de France, à l'Est-les-Noms. Et puis on a le Luc, malgré tout, qui est à 1 heure et qui est pas mal pour s'entraîner un peu et régler les motos. Et alors, quels sont tes projets si la situation sanitaire le permet? Qu'est-ce que tu vas faire en 2021? Là, franchement, c'est super compliqué. Moi, si c'est pour faire une demi-saison comme cette année, ça ne m'intéresse pas des masses. J'aimerais beaucoup refaire de l'endurance avec le Girls, si le Girls se relance, puisque cette année, il y a eu une petite pause. Après, pourquoi pas avec une autre équipe. J'ai vraiment beaucoup aimé les 24 heures du Mans. Ouais. Après, toujours rester en vitesse, moi ça c'est mon truc. Soit en Espagne, soit en Italie, soit en France. Pourquoi pas la Women's Cup, essayer de gagner le championnat cette fois. Et puis voilà, cette année je devais aller faire 2 courses aux États-Unis avec ma coéquipière américaine. Je devais aller faire 2 courses d'endurance avec elle. Et puis les courses ont eu lieu, mais sans moi, puisque j'ai pas le droit d'y aller là pour le coup. Ta coéquipière qui s'appelle Mélissa Paris. D'accord, contre qui j'ai roulé à Daytona. D'accord. Voilà. Ouais. Nous, on devait aller à Barber et à Pittsburgh pour faire 2 endurances de 4 heures avec son 600. D'accord. Je suis allée chez elle au mois de février d'ailleurs. Ouais. C'était vraiment top. Ouais. Rencontrer Josh Hayes et un peu tout son compagnon. milieu. Ouais. C'était vraiment top. On a été faire du motocross à Paris, c'était incroyable. Et un stage avec Destry Abbott en Arizona, d'enduro pendant 2 jours au milieu des cactus. C'était une expérience inoubliable. Tu vis ton rêve. C'est ça. Et quand tu vis pas ton rêve de compétition, ici tu fais quoi? Je suis vendeuse. En fait, j'ai commencé à vendre des accessoires. Ensuite, je suis passée du côté pièces détachées. Et depuis 2-3 ans, en fait, je suis à la vente. Véhicule neuf, véhicule d'occasion et je me régale. Pas que des sportives? Non, pas que des sportives. Mais bon, un bon vendeur, il fait rêver, même sur un petit scooter. Bon, c'est le mot de la fin. Merci. Voilà. Les nouveaux produits. On est allé directement à la source, on est allé au siège de Yamaha, à Saint-Ouen-l'Aumône, poser quelques questions sur les nouveautés 2021 et sur ce qu'on peut en attendre. On regarde ça. François, David, comment vas-tu? Mais je vais bien et toi? Ouais, je te propose qu'on retire nos masques. Mais on garde une distance raisonnable. Ok, ça marche. Parfait. La nouvelle MT-09? Elle est là. Elle est là. Les autres sont dans le hall là? Alors il y en a dans le hall, mais on t'a réservé un endroit un peu particulier pour te présenter les nouveautés 2021. Allons-y alors. Tu veux me suivre? Allez, on y va. On va passer par là. Ah, c'est par là. Là, ce qu'on a vu, c'était les motos de Jean-Claude Olivier. C'était les motos du Dakar de l'époque. C'était effectivement les motos de Jean-Claude Olivier. Tiens, d'ailleurs, c'est ce que je t'ai préparé. Viens voir. Tiens, voilà. Ah oui. C'est un endroit où j'étais jamais venu, ici. C'est vrai? Non. Écoute, c'est un endroit un peu historique dans la marque, puisque c'est un atelier où ont été préparées pendant des années toutes les pièces des motos du Paris-Dakar à partir du début des années 90. Bon alors, on pourrait passer quelques heures dans l'atelier à regarder un peu toutes les machines-outils, les tours, les fraiseuses, tout ça, mais on va laisser les spécialistes vrais, nous. On va s'intéresser aux nouveautés. Moi, j'aimerais commencer par celle-ci. Bah oui. La Tracer 9 et qui se décline en version GT aussi. Tracer 9 GT. Tout a changé ou presque sur cette moto. C'est une nouvelle moto quasiment. C'est complètement une nouvelle moto. Tout ce qui est essentiel dans la dynamique. En fait, tu peux presque symboliser avec 3D, la lettre D, tout ce qui a changé sur cette moto. C'est-à-dire? Design, dynamique et digital. Donc, à partir de là, on peut repartir sur les trois. Eh ben ouais, le design déjà, je trouve que les formes sont plus arrondies, moins anguleuses, avec beaucoup plus d'arrondis, les poignées, tous les carénages, tous les ajouts de carénage. Et puis un petit peu la nouvelle architecture en Y de l'avant, de l'optique aussi. Oui, qui reste une signature de cette famille-là. Et on peut d'ores et déjà faire les différences. Ça, c'est une Tracer 9. Oui. La différence entre la Tracer 9 et la Tracer GT. Ouais. Donc, Tracer GT, bien évidemment, va arriver avec des sacoches latérales. Dans lesquelles on peut mettre des casques. Un intégral. Un intégral par sacoche. Et c'est la première fois que cette moto est aussi homologuée pour recevoir sacoche latérale
et top case en même temps. Cette moto-là est une toute nouvelle moto dans son architecture. Donc quand on parle de dynamique, il faut bien comprendre que de la roue avant à la roue arrière, ça n'a aucun rapport avec la Tracer 900. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle la Tracer 9. C'est pour faire une petite rupture entre les deux générations. Ouais. Donc, tout nouveau cadre Delta Box, qui n'a aucun rapport avec l'ancien, allégé, d'accord. Le moteur également est complètement différent, donc avec une toute petite augmentation de cylindrée qui lui permet de passer la norme Euro 5. 890 cm3. C'est ça. Si tu prends l'ensemble du système d'admission d'air et d'échappement, pareil, tout nouveau système, bien évidemment, pour passer la norme Euro 5, système plus léger également. Le bras oscillant aussi est nouveau. Le bras oscillant est nouveau et il est un petit peu rallongé pour cette question de stabilité. Et une nouvelle centrale inertielle aussi. Alors ça, c'est le côté digital. L'électronique, alors le digital, le avec 3e la D. centrale inertielle qui agit évidemment sur la totalité de à peu près tous les axes de mouvement de la moto et qui corrige ensuite toutes les erreurs qui peuvent arriver au moment du freinage, au moment de l'accélération où la moto peut se lever, dans les éventuels moments de glissade. Et cette centrale inertielle, qui est un système électronique très compliqué, très complexe, est embarquée pour la première fois dans une moto de type Sport GT, puisque c'était réservé à la R1, à la R1M, puisque cette technologie est directement issue de ces sportives là, du MotoGP. Et alors on parlait de digital, moi je suis curieux, je peux allumer le compteur? Mais je t'en prie. Allez, parce que ça a changé aussi. Alors on revient au premier D, avec le côté design, où tu vois ce tableau de bord. Il me plaît, il était pas en couleur. Il n'était pas en couleur, et puis là il est en 2 morceaux. Ouais. Non, il y a un vrai parti pris d'un tableau de bord en 2 éléments. D'accord, je vois qu'il y a un ajustement de la bulle plus facile. Quand tu es sur la moto, là la moto est neuve, donc c'est un peu… Mais voilà, réglage facile de la… Hyper facile avec… Donc moi je rajouterais un 4e D qui est désir, quoi. Bah, écoute, on va voir. Parce qu'elle fait très envie quand même. Une petite molette de menu là aussi, je vois ça. Oui, c'est ça. C'est ce qui te permet justement de rentrer dans les informations que donnent les 2 écrans et de customiser avec différentes fonctions l'ordre de lecture des informations. Sur la Tracer 9 GT, n'oublions pas le shifter up and down. Donc dans les deux qui n'existait pas avant. Et toute cette technologie aussi est embarquée par le ride-by-wire, donc il n'y a plus de câble à la poignée d'accélération, c'est tout un système électronique. L'accélération maintenant est électronique. D'accord. On va se diriger vers le scooter, un incontournable chez Yamaha. Les meilleures ventes, c'est les scooters. Ce sont des volumes importants effectivement pour nous. Donc là on est sur la version 2021. Du NMAX 125. La philosophie du NMAX par rapport au X-Max, c'est quoi la différence le X-Max va être un petit peu plus statutaire, c'est-à-dire avec des finitions, avec des matières, avec un volume aussi, avec une taille un peu plus importante. Ça c'est plus modeste. C'est pas une question de modestie, c'est une question de praticité. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'outil pour aller d'un rendez-vous à l'autre, pour effectuer des trajets essentiellement urbains. Avec le X-Max, tu vas pouvoir aller un peu plus loin. D'accord. Donc là, je pense avoir répondu à ta question. Je crois aussi. Bon, ça va, Alors, quoi de neuf sur ce Alors, quoi de neuf? Déjà, tu as un système keyless, donc tu as un transpondeur que tu laisses dans ta poche. D'accord. Et donc, tu ne vas arriver… Ce qui explique que j'arrive pas à le démarrer. C'est exactement ça, parce que tu n'as pas le transpondeur. D'accord. Et donc, quand tu l'as dans ta poche, tu as ici une instrumentation qui te permet d'allumer le scooter et de démarrer, de partir. Au-delà du fait que le moteur Blue Core est un moteur qui consomme très peu d'essence, donc émet assez peu de CO2, on a poussé encore le système avec l'adoption ou l'arrivée d'un système start and stop. Donc je m'arrête au feu rouge, le moteur s'arrête, donc le temps que le feu rouge passe au vert, je redémarre. Ensuite, sur le tableau de bord, il y a une petite chose également. Si tu connectes ton véhicule à une application qui s'appelle MyRide, tu peux avoir quelques informations relativement sommaires quant aux appels entrants. Peut-être un GPS aussi éventuellement? Non. Appel entrant, SMS entrant. Et puis sur l'application, si tu es un petit peu distrait, ce qui à mon avis doit t'arriver de temps en temps, tu peux repérer où tu as garé ton scooter. Et tu dis, très bien, avec l'application. Avec l'application, voilà. Très faible consommation, donc avec un plein à peu près 500 km d'autonomie.
Ah ouais, d'accord. Un outil pour la ville, quoi. Oui, c'est ça. C'est l'outil du quotidien, c'est l'outil pour la ville, c'est l'outil de la praticité. Et donc là, on a poussé vraiment le concept encore plus loin. On va retourner sur les grosses cylindrées? On peut. Allez, on peut. Je vois la MT-09 là. Elle est là. Elle m'intéresse aussi. Bah oui, bien sûr. MT-09, on a parlé de la Tracer GT, non, de la Tracer et de la Tracer 9 et Tracer GT. 9 et Tracer 9 GT. Celle-ci, MT-09, elle change complètement. C'est pareil au niveau du moteur? Gros changement moteur, on peut reprendre à peu près le même discours, c'est-à-dire sur le design d'abord. Donc c'est une moto qui garde ses codes de la famille MT. La famille MT a cassé les codes du design depuis le début. Oui, donc, dès le début, en créant beaucoup de discours, beaucoup d'adeptes, beaucoup de gens qui ont réagi sur ce design très agressif, très brutal, mais c'est une traduction d'un concept d'ailleurs qui vient de Yamaha Japon, qui est le Dark Side of Japan. Donc le côté un peu obscur de la force Yamaha. D'ailleurs, l'optique participe aussi à cette agressivité. Bien sûr, aussi. C'est un vrai parti pris. Donc c'est un parti pris. C'est un vrai parti pris de design, hyper minimaliste, un peu brutal, un peu agressif, extrêmement efficace, par contre, dans l'éclairage, évidemment, full LED. Mais le design continue aussi sur, tu vois, une nouvelle forme du réservoir, beaucoup plus haut, beaucoup plus évasé. Échancré comme ça et très large sur le dessus. Exactement. Valorisant un peu. Valorisant également, avec des peintures très profondes, avec de très jolis revêtements du cadre, tout nouveau cadre également. Donc une moto qui, elle aussi, gagne en qualité perçue, très jolie sur ses détails, qui embarque également les mêmes solutions électroniques que celles qu'on a décrites pour la Tracer 9, donc la centrale inertielle, et donc toute cette adaptation de l'électronique pour une meilleure sécurité et un meilleur confort de pilotage. Moi j'ai une question, parce qu'avec ça, l'électronique, ça s'entend, que ce soit invasif, que ça soit dévolu à la sécurité. Moi, quand j'ai ça entre les mains, avec ce guidon large là, élargi d'ailleurs un peu, avec, absolument. J'ai envie de m'amuser, j'ai plus envie de l'électronique. Le traction de contrôle, bien évidemment, tu pourras la déconnecter si tu te trouves sur un environnement sécurisé comme un circuit, par exemple. Et cette moto, elle se décline dans une version un peu plus sportive aussi, hein. Alors, elle existe évidemment, tu as raison, en version SP, ce qui est aussi la tradition dans la gamme MT. Donc, version SP avec fourche Kayaba à l'avant, suspension Öhlins à l'arrière, cruise control. Et effectivement, cette peinture, cette signature des modèles SP dans la gamme. Et on ne l'a peut-être pas dit tout à l'heure, mais les deux modèles sont équipés d'un shifter up and down. Ouais, je vois là le petit système électronique, shifter up and down. Exactement. Bah, c'est sportif, quoi. De toute façon, on est dans le sport déjà. Exactement. Cette gamme MT et Tracer, c'est une gamme qui génère beaucoup de volume. C'est-à-dire que ce sont des motos qui sont des motos vendues à de très très nombreux exemplaires. La Tracer 900, c'est entre 4000 et 4500 motos par an. La MT-09, c'est entre 1500 et 2500 motos par an. Donc c'est majeur. Donc c'est majeur. Et surtout la MT-07 qui est entre 4500 et 6500 motos par an. Qui en fait la moto la plus vendue en France. Donc je parle de la MT-07. D'accord. Bah, qui a changé aussi. Et c'est celle qui a pas mal changé aussi, ouais. Ok, on y va? Allez, on y va. Donc la MT-07 qui change, la Tracer 700 a changé l'an passé. Et enfin non, cette année, en 2020. En 2020, et cette fois c'est au tour pour 2021 de la MT-07. Donc j'imagine qu'elle suit la même ligne que la Tracer 700 Eh ben, déjà un moteur. Avec le moteur. Moteur qui répond aux normes Euro 5. Donc qui garde à peu près la même dynamique, le même couple, donc le fameux CP2, hein, ce moteur qui est très, très apprécié, très réputé pour sa fiabilité, pour sa durabilité, qu'on retrouve aussi sur la Ténéré 700. On parlait de stratégie, ça c'est stratégique, c'est un modèle à gros volume, c'est un best-seller chez Yamaha en moto.
J'imagine que le tarif bouge un peu, on est aux alentours de 7 000 €. Ben, il évolue un tout petit peu, il évolue de 200 € je crois, il pourra passer à 7 299 €. Mais par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est sa ligne, c'est son design. Ouais. Tu le vois sur le réservoir, tu le vois sur cette silhouette effilée qui glisse vers la selle. Avec des petites écopes d'entrée d'air là. Petites écopes d'entrée d'air et puis cette structure à l'arrière de la selle. Ça fait R1 ça. Et ça a un côté un peu R1. Et R1, le petit pot R6. Petit pot d'échappement. Changement de monte aussi, une nouvelle monte de pneus. Ouais. Pareil que sur la MT-09, un guidon légèrement élargi pour une position un peu plus confortable. Donc tu le disais, oui, c'est un produit stratégique. C'est la moto la plus vendue en France. Ouais. Depuis longtemps, depuis pratiquement sa naissance. Ouais, donc là, tu parlais de l'accès à la moto. Oui. C'est une moto qui est éligible au jeune permis. Permis à deux, absolument. Permis à deux. Absolument, ouais. Un peu plus de 70 chevaux. Oui, 73,4. Mais en fait, c'est une moto qui condense un peu tout ce qu'on demande à un outil de pur fun, c'est-à-dire une vraie gueule, une vraie bouille, une vraie capacité dynamique parce qu'elle est extrêmement saine dans son comportement. Le moteur exprime beaucoup de choses, beaucoup de couples. Elle est joueuse, elle est belle, elle est accessible en tarif. MT-07 sera disponible en concession dès la fin du mois de janvier. D'accord. On peut partir avec là, quasiment. Oui, on peut dire les clés dessus. Voilà. MT-09 sera disponible à la fin du premier trimestre. On n'a pas encore vraiment les dates précisément. Et Tracer 9 et Tracer 9 GT au mois de mars. Merci François pour ce tour d'horizon des modèles Yamaha. Merci à toi David. Reste plus qu'à les essayer. Quand tu veux, il y a les clés. Ouais, je vais chercher de l'essence, je repars avec un petit souvenir. Prends, mets-le dans ton sac à dos. Gilles Picard, parfait. Impeccable. Merci David. Voilà, les nouveautés. Sur laquelle tu penses que ça peut le mieux marcher sur une ville comme Nice? Quelle nouveauté pourrait vraiment cartonner ici? MT-07 forcément, parce que c'est un produit premier achat, premier permis. Tracer GT 900 aussi, je pense que c'est sur l'arrière-pays là, voilà, ça peut être vraiment pas mal. C'est des bons produits pour ici. Toujours notre T-Max, parce que franchement le produit T-Max c'est un produit Alpes-Maritimes, on va dire. Un produit pour l'arrière-pays. Voilà. Et puis pour l'avenir, après, au-delà de 2021, parce que je pense que Yamaha travaille pour plus loin, pour se projeter. Il y aura des produits certainement électriques, je ne sais pas franchement, mais je pense qu'on va aller de plus en plus vers des produits mixtes. D'accord, bon, on va se projeter pour les 100 ans à venir encore pour cette concession. En tout cas, merci de nous avoir reçus. On serait resté des heures à parler, mais on doit couper à un moment ou à un autre. Donc merci beaucoup. C'était avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu. À la prochaine sur Nice. Merci Salut. beaucoup.